savez, les néoconservateurs américains, ils mettent la démocratie ou la conception qu'ils s'en font et la justice au-dessus de tout. Donc ils ont fait des guerres au nom de cette doctrine néoconservatrice en Irak, en Libye. Bon, on a laissé le chaos partout, chaos qui n'est pas résolu. Et donc moi, je ne suis pas néoconservateur, je suis un réaliste. C'est-à-dire, je considère que la valeur suprême, c'est pas la justice ou la démocratie, c'est la paix, précisément. Et après, si on peut mettre la démocratie et la justice, mais mettre la démocratie par la force des armes, c'est pas une bonne idée. Et ma théorie de l'ennemi principal, elle est très simple, c'est-à-dire que il faut combattre a priori en premier nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui tuent nos enfants dans nos rues, les djihadistes par exemple. Alors que je considère que Nicolas Sarkozy, en voulant changer le régime libyen, mettant la fameuse démocratie, il a mis le chaos en fait en Libye et dans tout le Sahel, déstabilisé tous nos alliés du Sahel. Eh bien, je considère que dans la mesure où Kadhafi n'était pas notre ennemi principal, il ne fallait pas lui faire la guerre. Voilà la théorie de l'ennemi principal. On m'a demandé de vous parler des risques géopolitiques dans le monde. Alors il y a 3 zones de risque qu'on va regarder. Il y a évidemment en premier le Moyen-Orient, en second l'Est de l'Europe, l'Ukraine, Russie, et en troisième le détroit de Formose. Ce sont les 3 crises qui pourraient déboucher sur des conflits régionaux ou même des conflits mondiaux. Par rapport à l'année dernière, il y a 2 grandes nouvelles. La première nouvelle, c'est que à la tête des États-Unis, vous avez un président qui n'est pas néoconservateur. Donc, c'était bien que je précise ce qu'était le néoconservatisme, qui n'est pas belliciste, qui ne veut pas imposer partout la démocratie dans le monde, qui est contre l'ingérence dans les pays étrangers, contre l'ingérence américaine dans les opérations extérieures et contre l'ingérence des autres pays, contre l'ingérence de la Russie en Ukraine, contre l'ingérence de l'Iran dans l'axe chiite, contre l'ingérence de la Chine en mer de Chine méridionale. La deuxième grande nouvelle que nous avons, c'est que depuis la chute du régime bassiste en Syrie, l'axe chiite, c'est-à-dire le rêve perse qu'ils avaient déjà depuis les Grecs, d'aller pas seulement sur le Golfe, pas seulement sur la mer Caspienne, mais aussi sur la mer Méditerranée, l'axe chiite qui donc unissait l'Iran, l'Irak, parce que vous avez bien compris que les Américains, quand ils ont fait la guerre néoconservatrice en Irak, non seulement ils n'y ont pas amené une démocratie qui fonctionne, mais surtout ils ont donné le pays à l'Iran et aux milices chiites très présentes en Irak. Ensuite, il y avait donc la Syrie, puisque la Syrie était tenue par un régime alawite, une sorte de chiisme des alaouites, et puis le Hezbollah à Beyrouth depuis les accords de Doha du 25 mai 2008, le Hezbollah avait un pouvoir de veto sur toutes les décisions du cabinet libanais. Eh bien, ce Hezbollah est à peu près fini et la Syrie a été prise par des anciens djihadistes qui nous clament qu'ils n'ont que des bonnes intentions, on veut les croire, on va les juger plus aux actes qu'aux paroles, qui sont venus de la Turquie, là, de la poche d'Idlib, et qui ont conquis la Syrie, et qui disent qu'ils n'ont rien contre Israël, on verra. Et en tout cas, donc, tout l'axe chiite, toute la politique menée depuis 20 ans par l'Iran, par les gardiens de la Révolution, est par terre. Donc ça, ce sont les 2 éléments importants, nouveaux.
Après le 7 octobre, l'attaque du Hamas contre les communautés pacifiques du sud d'Israël, et ce grand massacre, eh bien, Netanyahou a décidé donc d'annihiler ses ennemis. C'est pas attardé sur les erreurs qu'il avait lui-même commises et qui ont abouti à ce fiasco sécuritaire qui est le 7 octobre 2023. Mais il a dit, alors il s'en est pris d'abord à Gaza, sans se laisser intimider ou arrêter par l'émotion grandissante que suscitait la destruction de Gaza et les victimes civiles. Ensuite, il s'en est pris au Hezbollah qui a commis l'erreur stratégique de bombarder la Galilée à partir du 8 octobre 2023. Donc Hezbollah, il est tout puissant au sud du Liban. Et il a donc défait militairement et décapité ces deux mouvements, le Hamas et le Hezbollah. C'est pour ça que la Syrie est tombée, parce qu'il n'y avait plus le Hezbollah pour défendre le régime bassiste de Bachar al-Assad. Et son troisième ennemi, c'est qui? Eh bien, je l'ai vu dans son bureau, c'était à la mi-octobre 2024 à Jérusalem, c'est évidemment l'Iran. Pour lui, il n'est pas question que l'Iran devienne un pays nucléaire. Or, c'est là qu'on a peut-être une course de collision, parce que comme ils ont perdu leur principale arme de dissuasion, les Iraniens, qui était cet axe chiite, qui était ce Hezbollah, qui était ce contrôle de l'Irak, de la Syrie, du Liban, parce que évidemment les milices irakiennes, elles vont aller avec le vent. Donc elles ont vu que l'Iran était faible, donc maintenant elles vont retourner vers les Américains. La seule chose qui leur reste à ces pauvres Iraniens, c'est leur programme nucléaire, qu'ils avaient interrompu à la faveur d'un accord, l'accord du 14 juillet 2015 avec les grandes puissances. L'idée était que progressivement on supprimait les sanctions et eux ils arrêtaient l'enrichissement d'uranium. Ce qu'ils ont fait, ça a été vérifié par des visites inopinées des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais Trump, qui voulait défaire ce qu'avait fait Obama, s'est retiré unilatéralement de cet accord. Les Français et les Allemands ont essayé de le faire fonctionner, parce que les Iraniens respectaient leurs obligations, c'est-à-dire que l'Iran puisse faire du commerce, mais c'est pas très facile de combattre l'extraterritorialité du droit américain, c'est un autre sujet. Et donc, les gouvernements français voulaient faire quelque chose, mais Total, Peugeot, les grandes sociétés disent « on est désolé, mais on ne peut pas se permettre d'être brouillé avec le système bancaire américain, donc nous quittons l'Iran ». Et le gouvernement allemand et le gouvernement français ont essayé de faire un système de troc qui s'appelait Intex, mais ça n'a pas marché. Et donc, les Iraniens ont repris puisque les Occidentaux n'avaient pas respecté le deal, ont repris l'enrichissement d'uranium. Et aujourd'hui, ils ont de l'uranium enrichi à 60%. Et de passer à 90% est assez facile, parce que la courbe, elle n'est pas exponentielle, elle est logarithmique. Et donc, c'est plus facile de passer, si vous voulez, de 60 à 90% d'uranium enrichi que de 0 à 30, par exemple. Et donc, ils sont tout prêts de pouvoir construire 4 ou 5 bombes. Il y a aussi, évidemment, la question de la weaponisation, ça c'est-à-dire de mettre la bombe sur un missile. Quand nous avons donné la bombe atomique à Israël, nous lui avons donné pas seulement la bombe atomique, mais nous avons donné aussi les missiles. Dassault a fabriqué les missiles pour prendre cette bombe atomique. Ils ont repris à fond leur programme.
Et le danger, c'est qu'ils disent, puisque j'ai plus l'axe chiite, mais il me faut quelque chose pour me protéger. Ils ont été traumatisés, les Iraniens, par l'attaque de l'Irak de 1980, aidés par la France, l'Amérique et toutes les puissances occidentales, où l'ONU n'a même pas voulu constater l'agression irakienne contre l'Iran. Donc, voilà où on en est. Il y a eu une conversation téléphonique dimanche entre Trump et Netanyahou. Trump, lui aussi, ne veut pas d'une bombe atomique iranienne. Comme on dit, not on his watch. Il ne veut pas que les Iraniens fassent la bombe atomique pendant qu'il est président des États-Unis, parce que ça, c'est la loose. Donc ça, il ne veut pas de ça. Voilà, ça c'est sûr. Donc il sera prêt à donner les bombes et les ravitailleurs aériens pour une opération de destruction des sites de recherche nucléaire, des sites d'enrichissement d'uranium de l'Iran, qui sont pour la plupart très profondément enterrés. Mais avant cela, Trump vient d'envoyer un de ses amis, qui est un mogol de l'immobilier, qui s'appelle Steve Witkoff. Il l'a envoyé faire le tour des pétromonarchies du Golfe, pour savoir ce que pensaient les alliés des Américains, des Saoudiens, les Émiratis, etc., d'éventuelles frappes sur l'Iran, parce que ces pétromonarchies, elles sont de l'autre côté du Golfe quand même, elles sont pas loin. Les sultans, les princes ont répondu à Witkoff, bon, gardez cette option quand même sous le coude, mais nous pensons qu'il serait judicieux d'essayer d'autres options, d'autres voies, alors, voie diplomatique, pression économique. Alors la voie diplomatique, c'est quoi? Elle a d'ailleurs été testée déjà par le First Buddy, le meilleur ami. Aux États-Unis, il n'y a pas seulement une First Lady, il y a aussi aujourd'hui le premier ami du président, il s'appelle Elon Musk. Et donc Elon Musk, elle a été rendre visite secrètement à l'ambassadeur iranien à l'ONU, et c'est justement pour tester. Alors, le deal, ça serait quoi? Ben l'axe chiite, on n'y pense plus. D'abord, voilà, vous avez perdu, de toute façon c'est fini, vous avez perdu la Syrie, donc toutes vos histoires d'axes de résistance contre Israël, tout ça, on oublie. Votre programme nucléaire, on oublie aussi. Mais en revanche, vous avez deux avantages. On vous laisse votre régime, parce que nous, c'est pas du tout notre truc de vouloir changer les régimes. Si vous voulez emmerder vos filles, ça vous regarde. Et deuxièmement, vous allez pouvoir recommencer à faire du commerce et redevenir la grande puissance commerciale que vous étiez du temps du Shah. On ne sait pas du tout si du côté du régime iranien qui est divisé et sclérosé, il faut quand même le dire, hein, le Khamenei, il a, je sais pas, 80 ans, il est malade, il n'arrive pas à prendre des décisions, et il montre en ce moment une faiblesse stratégique incroyable. Ne serait-ce que de ne pas avoir intimé l'ordre au Hezbollah de ne pas bouger le 8 octobre 2023. On ne sait pas si en Iran, ils sauront saisir l'occasion d'une négociation de ce qu'on appelle le Grand Bargain. Ça avait été proposé par les Iraniens en 2005 aux néoconservateurs de George W. Bush, mais les néoconservateurs n'avaient pas regardé cette offre. C'est sans doute une erreur, mais c'est comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion à jamais, puisque Trump aime les deals, de le faire pour l'Iran. Sauront-ils renoncer à leur idéologie? Sauront-ils accepter leurs pertes stratégiques, qui sont énormes, hein, ils viennent de perdre quand même, le Hamas n'est plus rien, le Hezbollah n'est plus rien, la Syrie est finie, c'est quand même énorme, et de prévoir l'avenir, un avenir qui soit commercial et non politique, ça, c'est aux Iraniens de le décider. C'est pas du tout sûr qu'ils vont le faire. Les chances, selon moi, sont à 60-40, 60 pour la guerre, 40 pour la paix. Alors, dans le cadre de vos investissements, n'investissez pas en Iran, non, c'est trop tôt. Pas au Qatar non plus, parce que les Qatar jouent un peu avec le feu parfois. Ça risque de leur retomber. N'hésitez pas à investir
aux Émirats arabes unis, qui est un pays qui est à la fois très tolérant. Je ne sais pas si vous êtes allé à Abu Dhabi, mais il faut visiter la maison de la famille abrahamique, où ils ont construit une immense synagogue, une immense église, une immense mosquée sur le même plateau. C'est magnifique. Ils ont demandé ça à Sir David Adjaye, qui est un architecte britannique d'origine ghanéenne. Donc c'est un pays de tolérance, c'est un pays qui déteste les frères musulmans. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très contents de ce qui se passe en Syrie, puisque c'est évidemment, la Syrie a été prise par les frères musulmans. Mais c'est un pays qui fonctionne bien, qui est ami de la France, où il y a 60 000 Français installés. Donc oui, investir, mais qui a aussi de très bonnes relations avec l'Amérique, donc qui est protégé par l'Amérique et par la France, et qui est un régime stable et tolérant. Donc oui, investissez aux Émirats arabes unis.